Israël ferme plusieurs points de passage en Cisjordanie ainsi qu'une station de radio palestinienne accusée de faire de l'incitation à la violence, même si la vague d'attaques au couteau a connu une pause aujourd'hui. L'analyse des boîtes noires de l'avion russe a commencé en Égypte. Un satellite américain aurait détecté une trace de chaleur pouvant faire penser à une explosion de l'appareil en plein vol. Et puis le plus célèbre prix littéraire attribué aujourd'hui, Goncourt 2015 pour Mathias Hénard, auteur de La Boussole, livre dont il a dédié le succès aux Syriens victimes de la guerre. Le Grand Direct avec Jean-Charles Banoun. Bonsoir, c'est peut-être la première fois depuis plus d'un mois, mais aucune attaque ou tentative d'attaque au couteau n'a été recensée aujourd'hui en Israël ou en Cisjordanie. Israël qui a d'ailleurs fermé plusieurs points de passage en Cisjordanie pour empêcher justement les auteurs de ces attaques de s'infiltrer en Israël. Des arrestations ont également eu lieu la nuit dernière, ainsi que la fermeture d'une station de radio dans la ville de Hebron, radio qui aurait incité à commettre des attentats récemment. Maël Benoliel. La dernière fois, c'était des roquettes. Cette fois, ce sont des couteaux. Le Premier ministre israélien n'a pas fait dans la demi-mesure ce mardi lors d'une réunion sur le logement dans la ville d'Afula. Sans jamais prononcer le nom du groupe terroriste qui contrôle la bande de Gaza, Benyamin Netanyahou tient pour responsable le Hamas de l'actuelle vague de violence. Lien de cause à effet ou pas, Al-Khouriya, une radio palestinienne qui émet depuis Hébron et considérée par Israël comme proche du Hamas, a vu sa diffusion stoppée net dans la nuit de lundi à mardi. Aux environs de 2 h du matin, un grand nombre de soldats israéliens ont forcé les serrures de la station. Ils sont rentrés dedans et ont mis fin à la diffusion. Dans le cadre des opérations contre l'incitation à la violence, Tsahal a fait fermer cette station de radio qui encourage les attaques au couteau, les émeutes violentes et diffuse des informations fausses et malveillantes en prétendant que les forces de sécurité israéliennes exécutent et kidnappent des Palestiniens en vue de provoquer des violences. Les soldats ont donc procédé à la saisie du matériel de diffusion afin d'empêcher une campagne d'incitation qui a provoqué une flambée de violence dans la région ces dernières semaines, selon un communiqué officiel de l'armée israélienne. Le directeur de la radio n'est autre que Eyman Kawasme, cousin de celui qui avait kidnappé puis assassiné 3 adolescents israéliens à l'aube de l'été 2014. Très honnêtement, ce que nous faisons, c'est révéler les actions de l'occupation israélienne. Nous avons révélé par exemple les différentes exécutions faites par cette dernière à l'encontre de nos jeunes. Mais vous savez, l'occupant ne veut pas entendre la vérité. Je crois que c'est la raison pour laquelle ils l'ont fait fermer. La région qui entoure Hébron est celle qui a connu le plus d'attaques au couteau depuis le 1er octobre, avec notamment 29 agressions de Palestiniens à l'encontre de civils ou de soldats israéliens. Créée en 2002 par le Fatah de Mahmoud Abbas et diffusée depuis la bande de Gaza dans un premier temps, la station de radio a été transférée en 2006 dans la ville palestinienne. Al-Khouriya, liberté en arabe, a toujours été très écoutée par les Palestiniens depuis sa création. La station de radio a déjà été fermée à 2 reprises dans le passé. Tsahal n'a pas précisé la durée de la présente fermeture. Alors, Daniel Haïk, bonsoir. Question évidemment toujours autour de cette vague d'attentats qui, même si elle a connu une pause aujourd'hui, se poursuit. Et il y a, semble-t-il, des accords au sommet de l'État sur ce qui pousse ces Palestiniens à passer à l'acte avec des couteaux. Oui, il s'est déroulé une très intéressante réunion du Conseil pour la sécurité nationale, du Conseil des ministres restreint pour la sécurité nationale dimanche, au cours de laquelle le chef des services de renseignement militaire, le général Herzi Halevi, a fait un exposé. Dans cet exposé,
exposé, il a d'abord expliqué les moyens mis en œuvre par l'autorité palestinienne pour déjouer les attentats, pour empêcher les terroristes d'agir à l'intérieur donc des territoires. Et puis il a ensuite exposé les causes qui, selon ses services, selon les services de renseignement militaire israéliens, étaient les causes principales, les 3 causes principales de l'actuelle flambée de violence. Alors la première cause, eh bien, c'est les tentatives, ce sont les tentatives d'Israël, hein, selon les Palestiniens, de modifier le statu quo sur le mont du Temple. La seconde cause, c'est l'assassinat de la famille Dawamche. Et puis la troisième cause, c'est apparemment donc un sentiment de frustration et de détresse de la part des jeunes Palestiniens qui ne voient aucun horizon politique encourageant pour la suite. Alors cet exposé a suscité tout de suite une réaction d'étonnement de la part de certains ministres qui sont proches de Binyamin Netanyahou et qui ont tout de suite interpellé Herzi Halevi en lui disant « et l'incitation à la haine ». Il faut rappeler que l'incitation à la haine est pour Binyamin Netanyahou la cause principale de l'actuelle flambée de violence. Et là, Herzi Halevi a reconnu, effectivement, l'incitation à la haine est aussi une des causes de la vague de terrorisme que l'on subit actuellement. Et d'une certaine manière, on a assisté donc à une sorte de joute oratoire entre le général et les ministres. Et les ministres ont dit, si telle est la position d'Israël, il n'est pas étonnant qu'on ait du mal à nous faire comprendre à l'étranger. Herzi Halevi a tenu à préciser que ce n'était pas son avis personnel, qu'il ne s'agissait pas d'un exposé politique, comme on lui a reproché, mais que c'était l'avis, la position, les explications de la population palestinienne, de ceux qui sortent pour commettre ces attentats. Et donc, il faut souligner que ce n'est pas la première fois qu'il y a des tensions entre l'échelon militaire, en particulier les services de renseignement militaire, et l'échelon politique. L'échelon politique a l'habitude, en particulier depuis la guerre de Kippour, de rappeler aux renseignements militaires leur énorme bévue de la guerre de Kippour, lorsque les renseignements militaires avaient été incapables de prévoir l'attaque égyptienne en octobre 73. Et là, ça ne s'est pas passé, mais en fait, on peut dire que l'esprit y était de la part des ministres israéliens. Est-ce qu'on a quand même des indications sur ce que va devenir cette vague qui marque une pause aujourd'hui, mais qui n'est sans doute pas terminée? Oui, alors justement, elle n'est pas terminée. De l'avis général des forces de sécurité israéliennes, elle va se prolonger encore pendant au moins plusieurs semaines, et parce que c'est une vague qui n'est pas planifiée, parce qu'elle est mue par, on l'a déjà dit et répété, par les réseaux sociaux. Il n'y a pas de planification de cette vague de violence. C'est l'acte de loup solitaire, pas tout à fait isolé, mais de loup solitaire. Et donc, elle devrait se poursuivre. Toutefois, on constate au sein des forces de sécurité, au sein de Tsahal et de l'état-major, qu'il y a de la part du Hamas, qui est, on peut dire, l'incitateur en chef de ces dernières semaines, avec les multiples attentats dans la région de Hebron et du Gush Etzion, le Hamas ne semble pas vouloir passer à l'échelon supérieur, c'est-à-dire à l'utilisation d'armes à feu et à une escalade de la violence, parce qu'il a d'autres chats à fouetter dans la bande de Gaza. Et donc cela est un élément, on va dire, tempérant ou positif du côté des Israéliens, en espérant, bien entendu, que les tanzines du Fatah ne seront pas tentés d'accélérer leurs actions subversives. Ce serait le signe d'un affaiblissement très notable de la part de Mahmoud Abbas. On n'en parle pas encore véritablement et l'on souligne du côté israélien qu'il y a une véritable coopération militaire avec les forces de sécurité de l'autorité palestinienne. Merci Daniel Haïk. Alors ils sont en général les premiers à arriver sur les lieux des attentats commis ces dernières semaines. Des personnels médicaux qui disposent de 2 roues afin d'intervenir au plus vite auprès des victimes. Reportage sur cette unité spéciale baptisée Hatzalah, Daniel Atlan. L'application smartphone ressemble à s'y méprendre à Uber. À une différence près, ce n'est pas un taxi que vous commandez au coin de votre rue, mais un secouriste. Un secouriste d'Hatzalah, ONG israélienne mettant à contribution des bénévoles. À bord de leur moto-ambulance, ils sont chaque jour des centaines de Monsieur Tout-le-Monde à tout abandonner pour se précipiter sur les lieux d'un accident ou d'une attaque. Ce sont des gens qui sont au sein de la population, ils travaillent chacun à son emploi. On a des avocats, des chefs d'entreprise, on a des étudiants, des gens qui sont poissonniers, qui sont en plein milieu de leur travail. Ils arrêtent tout ce qu'ils font immédiatement et ils courent sauver des vies à quelques centaines de mètres de chez eux. Et c'est là la grande révolution d'Hatzalah. Et pour cela, des technologies de pointe sont mises à leur disposition. La mobilisation des bénévoles se fait par 2 biais. Premièrement, l'application que nous avons développée, ça marche en fait comme Uber ou GetTaxi, mais pour sauver des vies.
L'application sait localiser le bénévole le plus proche de l'incident, peu importe où il se trouve en Israël. Si l'incident se passe près de lui, l'application le repère et l'envoie sur place. Et le deuxième moyen est le talkie-walkie qui permet au centre de communiquer avec les bénévoles. Nous arrivons sur place en moyenne en 3 minutes. Un gain de temps précieux alors que l'arrivée des ambulances à 4 roues est jugée trop tardive en Israël. Et avec la vague de terreur qui frappe le pays depuis un mois, les bénévoles d'Hatzalah sont particulièrement sollicités. Équipés de gilets pare-balles et de casques, ils se tiennent prêts à intervenir aussi sur les lieux d'attaque terroristes. Je suis arrivé avec mon scooter sur un attentat de voiture bélier. Je suis arrivé, c'était une scène très dure et je me suis occupé de quelqu'un de 50 ans qu'il était blessé très grave, mais on a perdu. Venir porter secours au milieu d'une scène d'attaque terroriste, Khaled Rishak l'a aussi vécu. Mais en tant qu'arabe israélien de Jérusalem-Est, la mission s'avère plus délicate. Quand j'arrive sur les lieux d'une attaque, chaque fois je vois et j'entends dire beaucoup de choses. Je porte toujours mon casque, mais j'entends les gens crier « Mort aux Arabes !» Mais je me dis « Khaled, déconnecte-toi, tu es venu ici pour autre chose. Concentre-toi sur ce que tu sais le mieux faire. » Et je me concentre donc sur les blessés sur place. Mais c'est sûr que la situation n'est pas agréable parce que j'entends « Mort aux Arabes !» Alors que moi, je suis un arabe qui est venu ici pour leur sauver la vie, pour les aider, leur montrer un autre aspect de la réalité. Une réalité difficile, à couteau tiré, dont les bénévoles d'Hatzalah viennent démentir chaque jour la fatalité. En Syrie, Russes et Américains annoncent pour la première fois avoir effectué des manœuvres conjointes dans le ciel syrien, alors que les deux aviations, on le sait, sont engagées dans des opérations de bombardement qui étaient distinctes jusque-là. La Syrie où les Américains ont confirmé ces derniers jours avoir engagé des forces spéciales pour des opérations très ciblées au sol. Alexandre Leduc. Pour l'heure, il n'y a aucun soldat américain en Syrie. Mais dans plusieurs semaines, le premier contingent de forces spéciales américaines commencera à se déployer derrière la ligne de front dans le cadre de ce que la Maison-Blanche appelle une mission de formation et non de combat. Mais selon des sources au sein de la sécurité nationale, ces soldats, au nombre de 50, participeront néanmoins à de dangereuses missions, telles que des missions de libération d'otages. Ces soldats des forces spéciales ne seront pas déployés en première ligne. Alors pourquoi les envoyer en Syrie maintenant? Les forces spéciales américaines seront utilisées afin de permettre aux milices locales de reprendre et de tenir le fief de l'État islamique de Raqqa, sécuriser la frontière syro-turque et couper les lignes d'approvisionnement de l'EI en Irak et en Syrie. Et à propos de la Syrie, le cri de détresse d'une mère française dont la fille a été enlevée par son père, un franco-tunisien qui est ensuite parti faire le djihad avec sa fille donc en Syrie. Océane Nicole. Je remuerai ciel et terre pour la retrouver. Ce sont les mots de détresse de cette maman de 35 ans. Cela fait une semaine que sa fille Lila, de 3 ans et demi, a disparu. Elle était partie en vacances en Tunisie avec son père. Pour la maman, aucun doute, son ex-mari est parti avec leur fille rejoindre la Syrie. Il était radicalisé, pour plusieurs raisons. C'est pour ça que je suis persuadée à 1000% qu'il est là-bas. S'il n'est pas encore parti en Syrie, en tout cas c'est son plan. Tout me laisse à penser qu'il y est déjà. Il se trouvait aux dernières nouvelles le mardi 27. À sa dernière connexion par mail, il se trouvait à 40 km de la frontière. C'est la brigade criminelle de Nanterre qui s'occupe pour l'instant de l'enquête. Mais ce vendredi, Magali a reçu un appel des plus inquiétants. Son ex-mari Yanis, franco-tunisien de 36 ans, précise qu'aucune communication ne se fera pour une durée minimum de 2 mois. Lila va bien, elle est en bonne santé. Je jure par Allah, je n'ai pas fait ça pour me venger de toi. Bien que le résultat est le même, ni pour me venger de ma fille en la privant de sa maman,
ni pour me venger de mes parents en les privant de leur petite fille et leur fils. La maman de Lila appelle à l'aide pour retrouver sa fille. Elle espère que le gouvernement français prenne la situation en main. Maintenant, il faut que les moyens de l'État se mettent en mouvement. Les moyens de l'État, c'est quoi? C'est le Quai d'Orsay, c'est les affaires étrangères, bien évidemment, avec les contacts en Turquie, mais aussi peut-être en Syrie, et surtout le président de la République et le Premier ministre. Il faut que la photo de cette gamine soit diffusée partout, 3 ans et demi à 30 km de la frontière syrienne, entre les mains de son père qui manifestement s'est radicalisé. Il y a une urgence à agir, donc c'est l'État qui doit agir. La maman de Lila va déposer plainte pour enlèvement et séquestration de mineurs de 15 ans. Elle espère que le parquet antiterroriste de Paris se saisisse de l'enquête pour activer des moyens internationaux le plus rapidement possible. En Égypte, on attend le verdict des boîtes noires dont le décryptage a commencé aujourd'hui et on espère évidemment un éclairage sur ce qui a pu arriver à l'appareil qui, Julia Ganancia, bonsoir, aurait peut-être explosé en vol, mais rien n'est moins sûr. Oui Jean-Charles, et en l'absence de toute certitude sur les causes du crash, les autorités attendent beaucoup de l'analyse de ces boîtes noires. Les 2 enregistreurs de vol, l'un enregistre les conversations à bord, l'autre les paramètres de vol. Ces analyses ont donc bel et bien commencé en début d'après-midi au Caire, dans les locaux du ministère de l'Aviation civile, mais l'opération peut prendre beaucoup de temps en fonction de l'état de ces enregistreurs. Alors pour l'instant, en tout cas, la thèse du missile tiré depuis le sol par l'État islamique semble être écartée, mais il reste, Julia, 2 hypothèses. Tout à fait. Première hypothèse, un problème technique qui provoque une explosion et une dislocation immédiate de l'appareil, ne laissant pas le temps aux pilotes de communiquer. C'est un cas rarissime selon les experts, voire impossible. Deuxième hypothèse, celle d'une bombe apportée dans l'appareil par un passager ou placée à bord par un membre du personnel au sol. En tout cas, l'appareil a dû subir un choc extrêmement soudain, quel qu'il soit, au point que le pilote est instantanément perdu le contrôle. Même un engin explosif a priori de petite taille est suffisant pour ouvrir une brèche dans la carlingue et disloquer l'appareil en vol en raison de la pressurisation à haute altitude. Alors on a appris également, et ça c'est un nouvel élément, qu'un satellite américain a pu capter un flash de chaleur provenant de l'appareil russe qui pourrait faire penser à une bombe. Oui, alors même que le renseignement américain excluait lundi que l'avion ait été abattu par un missile. Mais voilà, on l'a appris aujourd'hui en fin d'après-midi, le flash de chaleur observé par le satellite suggère qu'un événement dramatique, et pourquoi pas justement une bombe, s'est produit en vol. Les images sont toujours en cours d'analyse et les experts examinent d'autres possibilités. Alors, si s'agissant du scénario, vous le voyez, et des responsabilités, tous ne s'accordent pas sur ce qui a pu se passer. En tout cas, ils tombent tous d'accord sur une chose, c'est que l'enquête prendra du temps. Ce mardi, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi insistait sur la nécessité d'attendre. Et d'ailleurs, il citait un exemple, celui du vol de la Pan American qui s'est écrasé en 1988. C'était au-dessus de Lockerbie. À l'époque, le Boeing 747 s'est désintégré au-dessus de la ville écossaise quelques minutes après son décollage, d'une manière donc assez semblable à ce qui est arrivé samedi. Cela a pris des années, Jean-Charles, afin de trouver la vérité, les raisons du crash. Il s'agissait en fait d'un attentat commandité par un certain Muammar Kadhafi, à l'époque chef du régime libyen. Merci Julia Ganancia. La Turquie à présent et la victoire politique d'Erdogan qui n'a pas calmé les violences, loin s'en faut. Affrontement meurtrier avec des militants kurdes dans le sud-est aujourd'hui et arrestation également de membres de l'opposition politique à Erdogan. Julien Baloul. Au moins 35 personnes ont été interpellées mardi dans le cadre d'un coup de filet dans 18 provinces turques. Les policiers et des fonctionnaires arrêtés sont soupçonnés de possession de documents militaires et de documents confidentiels. Cette opération intervient 2 jours après la large victoire remportée dimanche aux élections législatives par le parti d'Erdogan, qui a regagné ainsi la majorité absolue des sièges au Parlement, une majorité qu'il avait perdue il y a 5 mois. L'action a été menée dans le cadre d'une enquête judiciaire contre l'imam Gülen. Cet ex proche du président Erdogan est devenu, au cours des 2 dernières années, son ennemi juré, envers lequel il multiplie les poursuites judiciaires et les purges contre ses partisans. Le chef de l'État a déclaré la guerre à l'imam Gülen fin 2013, à la faveur d'un scandale de corruption retentissant qui a visé plusieurs de ses proches. Erdogan reproche à son ex-allié d'avoir bâti un État parallèle pour le renverser. Gülen, actuellement aux États-Unis, dirige un influent réseau d'écoles, d'ONG et d'entreprises. La semaine dernière déjà, la police turque
avait pris d'assaut le siège de 2 chaînes de télévision appartenant à une holding proche de M. Gülen. Ce raid spectaculaire a été largement dénoncé, en Turquie comme à l'étranger, comme une atteinte à la liberté de la presse. La tension reste donc vive dans le pays, même après ce second scrutin en quelques mois. 3 militants kurdes ont ainsi été tués dans des affrontements aujourd'hui avec les forces de l'ordre dans la province d'Hakkari et de Silvan. Francfort en Allemagne et une perquisition spectaculaire au siège de la Fédération allemande de football. Le fisc et les enquêteurs allemands s'intéressent de près aux mouvements financiers qui ont pu accompagner l'attribution de la Coupe du Monde en 2006 à l'Allemagne, et ce après des révélations surprenantes de Franz Beckenbauer, l'ancien joueur éminemment respecté en Allemagne, sur 2 possibles malversations à l'époque. En visitant en Chine, le président François Hollande espère que Pékin va jouer un rôle moteur dans la conclusion d'un accord sur l'environnement. Paris accueille en effet dans quelques semaines la conférence mondiale sur le climat, considérée comme la dernière chance d'aboutir à un accord sur les réductions de gaz à effet de serre. Julia Guénancien. C'est la dernière étape du tour du monde présidentiel sur le climat et l'une des plus importantes. À 4 semaines du début de la COP21, François Hollande entend bien mobiliser ses homologues chinois pour parvenir à un accord ambitieux sur le climat. Selon le président français, c'est désormais à la Chine de convaincre les pays émergents récalcitrants. Voilà ce que j'attends de la Chine, qu'elle puisse, à partir de la déclaration que nous avons publiée hier, faire comme nous un travail de dialogue, de conviction auprès d'un certain nombre de pays dont on sait qu'ils vont être déterminants lors de la conférence pour que l'accord puisse être trouvé. Dans le viseur de François Hollande, l'Inde notamment. 4e pollueur mondial, ce pays refuse de conditionner sa croissance économique à des efforts contraignants sur l'environnement. De son côté, Pékin s'efforce de rééquilibrer son modèle de croissance traditionnellement tiré par l'industrie lourde, l'immobilier et les infrastructures, secteur très gourmand en énergie. En 2010, la Chine a émis 2 fois plus de CO2 que l'Union européenne. Aujourd'hui, elle semble plus soucieuse de préserver l'environnement. Le changement climatique est un défi planétaire que doivent relever ensemble tous les membres de la communauté internationale en valorisant leurs capacités respectives. Et la parole se traduit par des actes. La Chine a prévu notamment de baisser son intensité carbonique de 60% par rapport à 2005. Responsable de quelques 25% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, l'engagement de la Chine fait d'elle un arbitre majeur dans les négociations. L'Afghanistan est le retour des heures sombres du régime des talibans d'avant la période 2001 et de l'intervention américaine dans ce pays. Une vidéo terrible diffusée par ces derniers et qui montre une femme lapidée. On en parle avec vous, Julien Baloul. Bonsoir, Jean-Charles. En effet, elle s'appelait Roxana. Elle avait entre 19 et 21 ans, selon les estimations. Elle était mariée à un homme contre son gré. Elle avait fui avec un autre homme de son âge. Or, selon la loi islamique, lorsqu'on a des rapports sexuels avec une autre personne en dehors du mariage, pour un homme, pour une femme d'ailleurs, on doit donc être lapidé. Elle s'est donc enfuie avec un autre homme. L'homme, lui, n'a pas été lapidé. Et elle a été lapidée, elle, par des rebelles talibans et des chefs de guerre. Donc on le voit sur cette vidéo à l'écran, il y a un homme noir qui ramasse la première pierre, qui incite la jeune fille à réciter la profession de foi musulmane, ce qu'elle fait d'une faible voix, et les autres personnes qui prennent les autres pierres et qui la lapident également. Voilà, un châtiment qui a suscité l'indignation à la fois en Afghanistan mais dans le reste du monde et, comme vous l'avez dit, rappelle les heures les plus noires du régime taliban. Alors qu'en est-il justement de la situation des femmes aujourd'hui dans ce pays ? Alors, c'est le premier incident du genre, il faut être clair, dans cette année, au cours des dernières années, dans la région, mais selon tout le monde, ce ne sera pas le dernier. Fin septembre, lorsque les insurgés islamistes ont occupé par exemple la ville de Kunduz, il faut savoir que des femmes ont témoigné auprès d'Amnesty International. Elles affirment avoir été victimes de viols collectifs de la part de talibans pendant 3 jours. Donc c'est un premier incident, un premier drame. Faut comprendre que la lapidation a été en vigueur en Afghanistan de 1996 à 2001. Il y a eu des avancées malgré tout depuis la chute des talibans. Par exemple, les filles aujourd'hui représentent 40% du corps scolaire des élèves en Afghanistan et 27% des députés au Parlement sont des femmes. 27%, c'est un chiffre important même pour des pays occidentaux.
Donc il y a eu des avancées, mais certains craignent aujourd'hui qu'avec le retrait des forces occidentales, le retrait également de l'argent de la communauté internationale, ceci retourne en arrière. Le président Hamid Karzai, en 2009, il avait tenté de faire passer une loi pour protéger les femmes, mais il avait dû faire marche arrière devant la réticence de certains députés. Et même pire que ça, Jean-Charles, il avait même fait des lois contre les femmes pour satisfaire justement les talibans et les plus fondamentalistes. Et enfin, un dernier exemple d'un drame qui s'était passé en mars, on s'en souvient évidemment, Jean-Charles, on va voir des images d'une manifestation qui avait suivi ce drame. La jeune Farkunda, une jeune fille qui avait été lynchée par la foule, qui l'avait accusée à tort d'avoir brûlé un Coran, et la police n'était pas intervenue pour la sauver. Donc des avancées légales un petit peu, dans les faits, sur le terrain, ça ne suit pas. Merci Julien Baloul. Et le prix Goncourt 2015 est attribué à Mathias Hénard, auteur de La Boussole, un roman relié à l'actualité puisqu'il y est question des relations entre Orient et Occident et de la vision de l'islam. Le prix Renaudot lui est allé à une femme, Delphine de Vigan, prix Goncourt, qui a d'ailleurs été dédié par son auteur aux Syriens. Léa Volbert. C'est une histoire d'amour et d'Orient. Une histoire d'amour pour l'Orient et pour une femme. Boussole de Mathias Hénard, publié aux éditions Actes Sud, remporte le prix Goncourt 2015. Surpris, très cher et très heureux. Je reviens d'Alger, figurez-vous, de Beyrouth. Et alors peut-être la baraka du cher Abdelrahman, le patron d'Alger, ou Saint-Georges de Beyrouth. Voilà, on fait ça et je suis extraordinairement heureux. Baraka, en arabe, bénédiction, puisque c'est dans cet Orient que Mathias Hénard puise sa force, son inspiration, son érudition. Diplômé de l'Institut national des langues et civilisations orientales, il enseigne la langue arabe. Il traduit des œuvres persanes. Entre deux ouvrages, il prend le temps de rédiger une thèse sur la poésie arabe et persane de l'après-guerre et son rapport avec les littératures d'Europe. Mathias Hénard connaît l'Orient dans toute sa beauté et toute sa complexité. Il vit successivement en Iran, en Syrie, au Liban, en Égypte. Il prend le lecteur par la main et les sentiments pour le faire voyager le temps d'une nuit d'insomnie au rythme de ses rencontres et de ses pérégrinations à travers cette terre d'Orient, tant méconnue ou mal connue des Occidentaux. Moi j'ai une véritable histoire avec le Moyen-Orient, c'est une de mes passions. Ce que j'espère en tout cas, c'est que dans les temps que nous vivons, retrouver le temps de la réflexion et de la littérature, ça pourrait être important. Je pense que si les livres servent à quelque chose, c'est à prendre du plaisir par la langue et la littérature et à réfléchir et à penser. Et pour retrouver une liberté, ça c'est ce qui me semble le plus important. Retrouver le temps de la réflexion et de la littérature. Moi, un bon concours, c'est un livre qui n'aurait pas de succès naturellement, enfin lui-même n'aurait pas un grand succès, et un livre qu'on veut faire connaître à un maximum de public. C'est-à-dire tout seul, il n'y arriverait pas, et le Goncourt met la lumière. Car le but d'un livre est bien là, être lu par le plus grand nombre. Grâce au prix Goncourt, Mathias Hénard va distiller un peu de son amour pour l'Orient, un peu de son érudition, dans l'esprit de 400 000 lecteurs. Et on y reviendra tout à l'heure plus en détail avec Valéria Bécassis qui avait reçu dans son Culture Mag Mathias Hénard, donc prix Goncourt. On marque une pause dans un instant. L'étiquetage des produits israéliens demandé par l'Union européenne et qui suscite la colère du gouvernement israélien. Tout de suite. C'est un peu pratique que j'ai. Moi, c'est.
Israël ferme plusieurs points de passage en Cisjordanie ainsi qu'une station de radio palestinienne accusée d'avoir incité à la violence ces dernières semaines. Les vagues d'attaques au couteau se sont arrêtées aujourd'hui pour la première fois depuis plus d'un mois. L'analyse des boîtes noires de l'avion russe a commencé en Égypte et un satellite américain aurait détecté une trace de chaleur pouvant faire penser à une explosion de l'appareil en plein vol. Et puis le plus célèbre prix littéraire attribué, Goncourt 2015 pour Mathias Hénard, auteur de La Boussole, un succès qu'il a dédié aux Syriens victimes de la guerre. Les déboires continuent de s'accumuler sur Volkswagen, dont le titre en bourse a encore dévissé aujourd'hui au lendemain de nouvelles révélations sur des fraudes dans ses moteurs. Et cette fois, cela concerne d'autres marques du groupe, en l'occurrence Audi et Porsche. Myri Maman. Deuxième chapitre dans le scandale Volkswagen. Les autorités américaines accusent désormais le groupe allemand d'avoir également triché sur ses modèles diesel haut de gamme en les équipant de logiciels truqueurs. Les véhicules concernés sont les Audi A6 Quattro, A7 Quattro, A8, A8L, Q5, Porsche Cayenne et Volkswagen Touareg. Porsche et Audi entrent donc elles aussi dans la tourmente. Ces deux marques phares du groupe, dont les ventes résistaient mieux que les Volkswagen, aux répercussions de cette affaire de fraude au test anti-pollution. Selon l'Agence de protection de l'environnement américaine, les moteurs de ces véhicules rejettent dans l'air jusqu'à 9 fois plus d'oxyde d'azote qu'autorisé. Le groupe allemand a aussitôt démenti et s'est dit prêt à coopérer pleinement avec les autorités américaines. L'Agence de protection de l'environnement affirme quant à elle posséder des preuves irréfutables de la triche. En tout, 18 millions de voitures sont concernées par la fraude. Volkswagen s'expose à des pénalités à hauteur de 18 milliards de dollars. Alors voyons justement les conséquences économiques de ce scandale qui n'en finit pas. Bonsoir Lionel Friedfeld, analyste financier. Ça va encore coûter plus cher à Volkswagen. Alors effectivement, c'est une véritable descente aux enfers pour Volkswagen parce que cette agence, l'EPA, l'agence américaine de protection de l'environnement, a décidé d'investir dans les moteurs V6. Alors évidemment, c'est les Porsche Cayenne, c'est les Audi haut de gamme, également le Touareg Volkswagen. Et la sanction est immédiate car au troisième trimestre, Volkswagen vient d'annoncer une perte de 1,7 milliard d'euros. C'est historique. Depuis 15 ans, ils n'avaient plus perdu d'argent. Et évidemment, le titre est sanctionné à la bourse de Francfort ce matin. Il ouvrait à moins 3% et dans le rouge toute la journée. Voilà, et répercussions sur les ventes aussi, parce que ça va faire chuter les ventes de manière considérable, par exemple aux États-Unis. Effectivement, puisque en fait, les nouveaux consommateurs ne vont pas vouloir prendre de risque d'acheter la marque Volkswagen pour des raisons légales. Alors maintenant, parlons d'un succès story en contrepoint de cette affaire de scandale. Ça concerne cette fois un jeu vidéo qui vaut des milliards alors qu'il est pratiquement sur tous les téléphones portables. Effectivement, le fameux Candy Crush, tout le monde le connaît, on le voit sur Facebook, il nous incite à jouer, va être acheté 6 milliards de dollars par notamment Blizzard qui est le numéro 1 quasiment des jeux vidéo américains et en fait il rachète ce jeu pour avoir une plateforme internationale, près de 500 millions d'utilisateurs notamment dans le monde. C'est vraiment colossal et surtout les actionnaires de cette société qui se font racheter, King Entertainment Digital, vont quand même prendre une prime de 16% par rapport au prix de bourse aujourd'hui coté à Wall Street. Merci Lionel Friedfeld, analyste financier. C'est théoriquement dans quelques jours l'entrée en vigueur du fameux étiquetage en Europe des produits israéliens fabriqués en Cisjordanie. L'Europe veut dénoncer les constructions d'Israël au-delà de la ligne de 1967. Mais le gouvernement israélien dénonce, lui, une mesure qui s'apparente à un boycott de toute l'économie israélienne. Léa Berdugo. Le projet était dans les tuyaux depuis 2012. Il devrait voir le jour le 11 novembre prochain. Selon des sources diplomatiques, l'Union européenne doit publier à cette date une feuille de route. Son objet, l'étiquetage des produits provenant des implantations juives en Cisjordanie, des produits revendus par des chaînes européennes. Bruxelles se refuse pour l'instant à toute confirmation de la date de la publication. Je ne peux pas vous dire quand cela sera appliqué. La feuille de route est une question technique. Le respect de toutes nos normes de régulation quand il s'agit d'importation de produits
et de la manière dont l'origine du produit doit être indiquée. Les ambassadeurs israéliens présents en Europe ont essayé coûte que coûte d'obtenir des informations sur le contenu du document. Sans succès, une cellule y travaillerait en huis clos à Bruxelles. Le document devait être publié le mois dernier, mais c'était sans compter la vague de violence qui a frappé Israël et les territoires palestiniens. Résultat, la chef de la diplomatie européenne Federica Mogherini a demandé le report de la publication, entraînant la satisfaction de Benjamin Netanyahou. Cependant, plusieurs chancelleries feraient pression sur la diplomate pour une publication au plus vite, parmi elles Stockholm et Paris, une information démentie par l'ambassadeur de France en Israël. Non, la France n'a pas poussé plus que les autres. La France a dit depuis des années, et avec d'autres d'ailleurs, beaucoup de gouvernements européens se sont manifestés sur cette question. Beaucoup de gouvernements ont dit à la Commission européenne et aussi à Federica Mogherini qu'il faudrait un jour ou l'autre sortir ce texte. C'est une question qui n'est pas politique à proprement parler, c'est une question d'application du droit européen. La feuille de route devrait donc être émise avant un sommet à Bruxelles entre les ministres européens des Affaires étrangères, prévu le 16 novembre prochain. Alors on s'arrête sur cette mesure qui provoque la colère du gouvernement israélien. On est en ligne avec Sami Revel qui est directeur du département Europe justement au ministère des Affaires étrangères israélien. Bonsoir Sami Revel. Bonsoir. Et avec nous en studio le professeur Alfred Tovias. Bonsoir, vous êtes professeur de relations internationales à l'Université hébraïque de Jérusalem. Alors première question pour vous Alfred Tovias, est-ce que le gouvernement israélien a raison ce soir de parler d'un boycott d'ensemble d'Israël à propos de cette mesure d'étiquetage qui ne concerne que les produits venant de ce qu'on appelle la Cisjordanie? Absolument pas, il ne s'agit pas d'un boycott. D'abord parce que la mesure veut dire simplement que sur les produits qui viendront des territoires s'appliquera le tarif normal, le tarif extérieur commun de l'Union européenne, alors que sur les produits israéliens, proprement dit, c'est le tarif zéro en général qui s'applique. Donc rien n'évitera pas pour les consommateurs européens de boire du vin du Golan, si ainsi ils le veulent. Simplement, il sera un peu plus cher, d'après mon interprétation des choses, que les produits similaires produits en Israël. Mais il ne s'agit pas du tout d'un boycott. Ouais. Alors, votre avis là-dessus, Sami Revel? Il faut dire que je suis en désaccord avec le professeur Tovias sur ce point, parce que quand il s'agit de la question de la douane, on a déjà un accord qui date de 2005. Ça, c'est déjà fait. C'était fait en accord avec l'Union européenne. Ce qu'il s'agit maintenant, c'est un sujet d'étiquetage. On ne sait pas exactement les détails, mais on sait très bien qui est derrière cette démarche. Ce sont les mêmes organisations qui poussent toujours pour le boycott d'Israël, pour la délégitimation d'Israël, qui poussent toujours l'Union européenne à prendre des démarches anti-israéliennes. Et malheureusement, je crains que ceux qui pourraient payer aussi le prix sont les travailleurs palestiniens qui travaillent pour des sociétés, pour des compagnies israéliennes, et aussi les travailleurs sur le Golan, parce qu'il faut dire que ce programme envisage l'étiquetage de tous les produits au lieu des frontières de 67, y compris le Golan. Alors, Alfred Tovias, là-dessus, ça aura des conséquences économiques ou pas, à votre avis, sur ces entreprises qui sont situées dans ces territoires? Certainement, ça peut avoir des conséquences. D'abord, nous ne connaissons pas les guidelines. Je suppose que aussi bien les zones A, B, C des accords d'Oslo, comme les Golan et Jérusalem-Est, seront concernées. Nous n'en savons rien. Mais toutes les industries qui se sont localisées sur ces territoires, dont les vins du Golan ou à Jérusalem-Est, par exemple à Atarot, seront affectées. Mais laissez-moi vous dire que, d'après la théorie économique, ce qui est à prévoir, c'est qu'il va y avoir un effet de substitution, en ce sens que ces producteurs de territoires, logiquement, vont vendre massivement sur le marché domestique israélien, où ils ne trouvent pas ce problème,
et des producteurs israéliens, proprement parlé, vont prendre la place de ces producteurs sur le marché européen. Et à la rigueur, les producteurs du Golan peuvent exporter ces produits en territoire israélien, et en Israël, le producteur les changer des bouteilles et les étiqueter comme produits en Israël ou des choses de ce genre-là. Je veux dire que les règles d'origine ne permettent pas ce genre de manipulation, c'est clair. Mais les règles d'origine ne peuvent pas éviter que les producteurs des territoires se concentrent sur le marché israélien, quitte à que des Israéliens prennent la place sur les marchés européens avec leurs propres produits. Donc, en effet, disons, des substitutions des vins du Golan par les vins du Carmel sur le marché européen. Bon, ça semble un peu compliqué, ça aussi. Vous êtes Samy Revel, vous pensez qu'on peut avoir comme ça une manière de contourner cette proposition d'étiquetage de l'Europe ? Je pense qu'avant tout, quand on parle de ce sujet, il faut parler de la politique, parce que ça sera, je crois, le principal domaine dans lequel il y aurait des dommages aux relations entre Israël et l'Europe. C'est pour cela qu'au ministère des Affaires étrangères et au gouvernement israélien, on continue à lutter contre cette initiative de la Commission européenne. On espère toujours qu'il y aurait un changement de cap. Parce que ça va certainement nuire à l'image de l'Europe en Israël. Ça va marquer, ça va étiqueter, on peut dire. Si on utilise le mot étiquetage, ça va étiqueter la politique européenne, encore une fois, comme une politique qui est déséquilibrée, qui est biaisée contre Israël. Et je pense que pour beaucoup d'Israéliens, soit de droite, soit de gauche, dans le contexte actuel, il sera très très difficile de comprendre cette démarche européenne. Ça pourrait apparaître comme même une capitalisation au terrorisme, pendant que au côté palestinien, les incitations à la haine continuent, quand dans les rues des villes israéliennes, des Israéliens sont poignardés par des couteaux. Ce sera très très difficile une telle démarche européenne qui veut encore une fois étiqueter des produits israéliens. C'est vrai que ça aura des conséquences politiques ou pas, à votre avis, Alfred Tobias, cette mesure d'étiquetage? Parce que si on écrit sur les produits, par exemple, fabriqués dans des territoires occupés, comme pourrait le décider l'Europe, parce que ce n'est pas encore clarifié, ça aura quand même un geste très politique. C'est juste. Plus que des conséquences économiques, je prévois peut-être des effets politiques. Mais il est absolument clair que cette question est une question politique. Dans tous les accords de libre-échange, j'insiste toujours parce que le public n'a pas l'air de savoir, c'est lui qui détermine la nationalité des produits à accepter sous l'accord et le pays importateur. Ce n'est pas le pays exportateur. C'est lui qui décide en Europe qu'est-ce qui est israélien, c'est les Européens. En Israël, c'est la même chose à l'envers. C'est nous qui décidons qu'est-ce qu'est un produit européen. Et donc, il n'y a rien à faire. Alors, je pense que de dire que les Européens ne se comportent pas de la même façon à l'égard des produits du Sahara espagnol, ne faisant pas la distinction entre le Maroc et le Sahara espagnol, ne sert à rien, parce que les Européens ont décidé déjà depuis longtemps que pour eux la solution c'est la solution des deux États. Ils répètent que pour que ceci ait lieu, il faut qu'il y ait de l'espace pour cet État palestinien. Or, le gouvernement israélien prétend que ces colonies ne sont pas au détriment du futur État palestinien, chose que les Européens n'acceptent pas. Je ne sais pas quel est l'état d'opinion de la plupart des Israéliens à cet égard. Je pense que chacun a une petite idée de la chose. Ouais. Samy Revel ? Oui, je suis d'accord sur un point avec professeur Tobias. Je pense que c'est une discrimination claire contre Israël. Comme il a dit, c'est la seule zone du conflit dans le monde entier d'ailleurs où on envisage un étiquetage pareil. On n'envisage pas pour
les régions nord de la Chypre, on ne l'envisage pas pour la Sahara occidentale, seulement pour Israël. Je pense que peut-être certains Européens, peut-être la Commission européenne, pensent toujours que utiliser les relations économiques qui existent, des relations qui sont très très importantes pour l'Europe comme pour Israël, comme un outil de pression sur Israël pourrait servir à quoi que ce soit. Moi, je suis toujours convaincu que ce sera complètement contre-productif, c'est inutile. On sait très bien que la seule solution peut être un résultat des négociations bilatérales entre Israéliens et Palestiniens. Et une telle démarche unilatérale européenne qui touche les relations bilatérales, les relations économiques bilatérales entre Israël et l'Europe, peut seulement encourager ceux dans le camp palestinien qui continuent à aller vers cette voie d'essayer de amener le conflit aux instances internationales, prendre des mesures unilatérales. Ça ne sert à rien à la cause de la paix. Moi, je ne pense pas que ça sert à la cause palestinienne. Malheureusement, ça sert seulement à enflammer les tensions. La seule voie, comme j'ai dit, c'est retourner à la négociation et à la fois encourager les meilleures relations économiques entre Israéliens et Palestiniens, une vraie coopération et aussi une vraie coopération, une forte coopération entre Israël et l'Europe. Merci Sami Revel. Un mot là-dessus justement, Alfred Tobias. Est-ce qu'à votre avis, ça va faire avancer les choses entre Israéliens et Palestiniens, ce type de mesure d'étiquetage, ou est-ce que c'est contre-productif, comme le disait Sami Revel? C'est une très bonne question parce que les recherches que l'on fait en relations internationales ne donnent pas une réponse concrète à ce que vous dites. Ce n'est pas que je veux échapper de ma responsabilité. Ça dépend. Je ne crois pas à la thèse qui dit que c'est toujours contre-productif. Ça peut aller dans les deux sens. Dans l'histoire, nous avons vu aussi des mesures de ces gens-là qui font commencer à réfléchir les gens que ça ne peut pas continuer comme ça, que nous devons faire plus d'efforts pour créer deux États, que ça fait déjà 60 ans que cette situation continue et que plus de colonies, certainement, va pas aider à faire apparaître un État palestinien. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûr que la plupart des Israéliens soient si favorables à un État palestinien. Donc il faut qu'ils se fassent une idée, les Israéliens, une bonne fois pour toutes, s'ils veulent un État palestinien viable ou s'ils ne le veulent pas. Et s'ils ne le veulent pas, qu'ils le disent. Mais on ne peut pas tout le temps tergiverser. Merci beaucoup Alfred Tobias, un professeur de relations internationales à l'Université hébraïque de Jérusalem. Merci à Sami Revel qui était en ligne avec nous, un directeur du département européen au ministère des Affaires étrangères israélien. On parlait tout à l'heure du crash de l'avion russe en Égypte et justement, eh bien, les standards de sécurité à l'aéroport de Tel Aviv sont connus pour être parmi les plus hauts dans le monde. Et ils vont encore être relevés puisqu'une campagne de modernisation a été engagée. Reportage Maxime Pérez. Combien de fois avez-vous été retardé par ces interminables contrôles de sécurité à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv? Nombreux sont ceux pour qui l'expérience n'a pas été plaisante, peu importe que vous soyez un habitué ou pas d'Israël. Pour rendre plus compatibles les impératifs de sécurité et le confort des voyageurs, les autorités aéroportuaires ont décidé d'innover leur système de contrôle des bagages. Désormais, tout se passe à une dizaine de mètres sous terre, à l'abri du regard des voyageurs. Nissim Ben Ezra, notre guide, nous emmène dans les antres de l'aéroport Ben Gurion. Ce n'est pas pour rien qu'on demande aux gens de venir 3 heures avant leur vol. Nous prenons en compte le premier contrôle de sécurité, l'enregistrement et la possibilité qu'un bagage soit fouillé. La rapidité de nos contrôles a été adaptée à nos besoins sécuritaires et à la nécessité de respecter l'heure des vols. C'est dans cet espace ultra sécurisé que sont vérifiées toutes les valises suspectes. Ces images ne rassureront pas tous les voyageurs, mais la sécurité israélienne a les moyens d'ouvrir n'importe quel bagage, même quand celui-ci a été verrouillé. Dans cette petite fourmilière inconnue du public, on travaille sans relâche jour et nuit, mais certains disent que c'est pour la bonne cause. Aujourd'hui, un voyageur peut enregistrer ses bagages qui sont immédiatement vérifiés. Certains bagages nous parviennent, mais le voyageur peut poursuivre librement son enregistrement.
Mais la véritable révolution se nomme HBS. HBS pour système de contrôle de bagages. Nous voici dans le centre névralgique de l'aéroport et ces dizaines de machines flambant neuves sont là pour passer au peigne fin tout ce qui doit ensuite rejoindre la soute d'un avion. Des machines reliées les unes aux autres par d'immenses passerelles, un mastodonte de sécurité aux allures de grand 8. Tous les bagages sont vérifiés de manière très pointilleuse car ce que nous recherchons a été prédéfini, de sorte à assurer cette mission ô combien lourde et importante, empêcher une bombe de rentrer dans la soute d'un avion. Avec l'aide de sociétés de pointe, les autorités aéroportuaires israéliennes ont investi des milliards de dollars pour mettre au point ce judicieux système, capable chaque heure de vérifier près de 4000 bagages. À l'échelle d'une année, ce sont quelques 20 millions de voyageurs qui bénéficient de contrôles de sécurité plus rapides et plus efficaces. Les voyageurs sont encore soumis à des contrôles de sécurité, la vérification des passeports, mais il y a moins de files d'attente. Tout fonctionne plus rapidement. Les voyageurs patientent moins, mais nous devons encore faire notre travail comme il se doit. Conséquence, les voyageurs peuvent appréhender plus sereinement leur bref passage à l'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv et avoir plus de temps pour se détendre et profiter des nombreuses boutiques du duty-free. Avec ce nouveau système installé désormais dans tous les aéroports du pays, Ben Gourion conforte sa place dans le top 3 des meilleurs aéroports du monde en matière de services et de sécurité, si l'on se fie au classement du CIA, l'organisme mondial de régulation des aéroports. En Espagne, la police annonce avoir démantelé un réseau terroriste prêt à passer à l'action. 3 personnes proches de l'État islamique ont été arrêtées avec des armes. Les attentats devaient être commis, semble-t-il, dans la capitale espagnole, Madrid. Une découverte archéologique majeure en plein cœur de Jérusalem. Une ancienne forteresse grecque vient d'être mise à jour, vestige de l'époque où les Grecs avaient été chassés de Jérusalem par les guerriers juifs lors de la fameuse révolte des Maccabées. Reportage Joseph Emmanuel. C'est à Jérusalem, à quelques mètres de la vieille ville, qu'une forteresse vient de réapparaître, la forteresse d'Antiochus. Une découverte à couper le souffle, enterrée à plus de 10 mètres de profondeur, et ce, depuis plus de 2000 ans. L'existence de la forteresse était connue, les archéologues la cherchent depuis plus de 100 ans, mais on ne connaissait pas précisément son emplacement. Des bénévoles aident ces archéologues des Antiquités d'Israël. Ils travaillent sur le site depuis 8 ans. Leur chance, un parking recouvrait le site. Une occasion unique de creuser une zone si vaste. On commence à fouiller donc d'en haut, donc du plus récent, et on va jusqu'en plus ancien. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, on est à l'époque hellénistique, l'époque grecque, et on avance. Notre but, c'est d'arriver jusqu'à l'époque du fer, donc l'époque des rois. Les rois du royaume de Juda, Ézéchias, David, et peut-être même Salomon, le bâtisseur du temple de Jérusalem. Nous sommes en moins 170 de l'ère moderne. Antiochus est un roi grec, séleucide. Son empire est immense, mais c'est ici qu'il construit cette forteresse, à l'emplacement de la cité de David. Le lieu regorge d'armes en tout genre. Antiochus ne cache pas son objectif, helléniser à tout prix les Juifs. Nous, on a une présence juive ici depuis la fin de l'époque du fer jusqu'à la destruction du Second Temple. C'est justement ce temple qui sera pillé puis souillé par Antiochus et ses hommes. Le judaïsme sera interdit et les murailles de la ville détruites. Cette politique provoquera la colère des Juifs. À plusieurs reprises, ils essaieront de pénétrer les murailles grecques. Nous nous trouvons précisément au pied de la rampe de fortification que l'on nomme un glacis, construite il y a plus de 2000 ans par Antiochus IV. Elle s'élevait alors beaucoup plus haut et elle est beaucoup plus loin, jusqu'au pied du mur de fortification construit par les Grecs. Une fortification imprenable, alors les Juifs feront le siège. C'est la révolte des Maccabées, les Grecs sont chassés, le culte du temple peut reprendre. Il y a 3000 ans s'élevait ici la cité de David. Aujourd'hui, la forteresse d'Antiochus est à l'entrée de Silouane, un quartier arabe de Jérusalem-Est. L'histoire avance, les peuples passent, mais les pierres restent et parlent. Elles mettent fin aujourd'hui à l'une des plus grandes énigmes archéologiques de l'histoire de Jérusalem.
Alors, on est en ligne justement avec Gérald Finkelstein, qui est archéologue au service des antiquités d'Israël. Bonsoir. Oui, bonsoir. En tant qu'archéologue, vous êtes encore ébahi par ce type de découverte-là? Oui, d'autant plus qu'au début de ma carrière, j'ai écrit sur ce sujet. Et disons que moi, je serais assez séduit par cette identification. La seule chose qu'il faut attendre, parce que ce bâtiment, en fait, on en a des grands morceaux, mais il y a les choses qui sont au-dessus, qui empêchent d'avoir une idée générale. Mais je pense qu'une fois qu'on l'aura faite, ce qui sera important de faire, c'est d'essayer d'évaluer la hauteur. Parce que jusqu'à présent, le problème était l'interprétation des textes, et surtout sur ça qu'on a travaillé. Et il disait bien qu'il dominait l'esplanade. Or, quand on connaît la différence la dénivellation qu'il y a entre le mont du Temple et l'endroit où on l'a trouvé, qui est donc à l'entrée des visiteurs pour voir la cité de David, on peut se poser des questions. Mais d'un autre côté, l'esplanade, à l'époque des Maccabées, n'était pas celle qu'on voit aujourd'hui. Elle était beaucoup plus petite. Elle était au centre de ce qu'on voit aujourd'hui. Elle était carrée. Et peut-être pouvait-on voir les mouvements sur l'esplanade. Et donc, à cause de ce problème, on a toujours placé les possibles localisations de l'Akra, donc cette forteresse, qui était en hauteur, parce que pour porter ce nom, c'est comme Acropole, hein, c'est un endroit élevé. On l'a toujours placé tout autour. Et moi-même, la dernière hypothèse que j'avais, et elle était assez facile, c'est qu'elle pouvait se trouver sous El-Aqsa aujourd'hui. Mais après ce que j'ai vu, et surtout les éléments de datation de ce qu'on a trouvé donc dans le parking d'Ivati, oui, il est fort probable que ça soit l'endroit. Bon, c'est passionnant ce que vous dites, parce qu'on pourrait presque imaginer que ça redessine finalement la position de ces fameux temples dont on parle beaucoup en ce moment dans la vieille ville. Non, le temple, non. Enfin, ça n'a rien à voir. À un moment, il a fallu construire, en tout cas pour Antiochos IV, une forteresse qui, en fait, il ne faut pas s'imaginer une grosse tour. Hein. C'est quand même quelque chose d'assez étendu, ce qui est le cas d'ailleurs dans les fouilles récentes, qui était quand même habité par beaucoup de monde. Il y avait évidemment les garnisons, il y avait les Grecs eux-mêmes, mais il y avait surtout toute la population qui adhérait aux idées grecques et à la civilisation grecque. Merci, et en fait, merci Gérald Finkelstein. Malheureusement, on n'a plus le temps, je suis obligé de vous couper, mais c'est passionnant. Nouveau journal, dans un instant, on se retrouve dans 10 minutes. Retour du Grand Direct, on va parler dans un instant de l'attribution du prix Goncourt 2015 à l'écrivain Mathias Sénard pour son livre La Boussole. Mais tout d'abord, le cinéma, avec la sortie demain en France d'un film événement qui avait été l'une des révélations du dernier festival de Cannes. C'est un film sur la Shoah intitulé Le Fils de Saul, film hongrois. Tout de suite, eh bien, la présentation signée Solal Azerwal. C'est un reportage pour le Culture Mag sur i24 News. Laszlo Nemes, grand prix du Festival de Cannes, a filmé l'intérieur d'un camp de concentration nazi. Pour son premier film, le réalisateur hongrois propose une immersion dans les Sonderkommando, les unités de juifs forcés de collaborer à la solution finale. Unique par son sujet et ovationné pour sa forme, Le Fils de Saul suit Saul Oslander, un déporté juif hongrois forcé de travailler dans les chambres à gaz et de brûler les cadavres dans les crématoriums. Mais un jour, Saul croit reconnaître son fils dans un des cadavres. Il se met alors en quête d'un rabbin et d'une sépulture digne pour ce petit garçon. Pour raconter l'indicible, comprendre l'inexprimable, montrer l'ineffable, Laszlo Nemes s'est plongé dans l'univers concentrationnaire. Il me semble que la Shoah n'a jamais été comprise viscéralement. L'Holocauste est un sujet trop souvent traité de façon intellectuelle, mais jamais de sorte que l'on comprenne ce qu'une personne, ce qu'un individu a pu vivre dans les camps pendant ce processus d'extermination. À quel point les déportés étaient déshumanisés dans les camps. Très attendu par le grand public, Le Fils de Saul est un succès.
Partout où il est joué, le film est non seulement nominé, mais laisse le public en état de choc. Claude Lanzmann, réalisateur de Shoah, a salué l'œuvre à sa façon, en la présentant comme l'antiliste de Schindler. Depuis sa sortie en juin 2015 en Hongrie, Le Fils de Saul a été récompensé au Festival de Cannes et de Sarajevo, nominé au Festival de Londres, d'Hambourg et de Stockholm, projeté au Festival de Toronto et de New York, une réussite auquel le jeune réalisateur ne s'attendait pas. Je ne fais pas un film pour être récompensé. J'espère toucher la plus large audience possible, peut-être mondiale. Donc oui, ça a été très intense et c'est une superbe opportunité pour le film de voyager, d'être projeté dans tout le monde. C'est assez incroyable, effectivement. Ce succès est aussi dû au format unique de ce long métrage qui donne à voir uniquement ce que le personnage principal voit. Entièrement focalisé sur le personnage de Saul, le film est tourné sur une pellicule 35 mm afin d'offrir aux spectateurs une expérience immersive et émotionnelle. Je me suis posé la question ce que c'était l'impression qu'on avait qu'on arrivait à Birkenau sur la rampe pour les Juifs. Quelles étaient les dernières heures? Ça m'a... Me projeter là-dedans était une force qui m'a poussé à faire le film. Pour son premier long métrage, le réalisateur de 38 ans a exploité toutes ses ressources. Son acteur principal, Geza Rohrig, n'est pas comédien de formation, mais écrivain et enseignant. Pour faire ce film, Laszlo Nemes a puisé dans son histoire personnelle. Une partie de sa famille, des Juifs venus d'Ukraine, a été déportée à Auschwitz. Une forme de catharsis ? Voilà donc sorti demain de ce film événement, l'événement du jour littéraire. Cette fois, on va en parler avec vous, Valérie Abécassis. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est Mathias Sénard qui a reçu le prix Goncourt 2015 pour son livre La Boussole. Et ça tombe bien, peut-être vous étiez dans les petits papiers du jury. Parce que vous l'avez reçu, pas plus tard qu'hier. Hein. On avait misé sur lui. On avait misé sur Nathalie Azoulay ou sur Mathias Sénard. Bon, c'est Mathias Sénard qui l'a eu. Boussole, voilà, c'est un livre qui est pantagruélique, aussi pantagruélique que lui. Vous avez vu son physique avec ses rouflaquettes. C'est un livre foisonnant, imposant, riche, puissant, lourd même, mais parfois. Et si vous avez l'occasion d'aller sur le site d'Ivan Katous, de regarder l'interview qu'il nous a accordée, vous allez comprendre que c'est également la défense de cet Orient, voilà, que l'actualité nous a plus ou moins poussé à oublier, un Orient fantasmé, un Orient de sensualité, un Orient de musique, un Orient qui apporte beaucoup de choses. On est loin de la terreur, on est loin voilà, de l'islamisme, on est loin des attentats. Et c'est également un procédé incroyable, c'est un procédé littéraire où, en fait, on est dans la chambre du narrateur. Il s'appelle Franz Rittner, c'est un musicologue viennois, il est insomniaque, donc il est dans sa chambre, il réfléchit, il pense à la femme qu'il aime et il pense à l'Orient qu'il a visité. Donc on va à Alep, on va à Amman, on va à Téhéran, on parle de Beethoven, on parle de musique, mais on passe toute la nuit avec lui. Donc c'est unité de temps, unité de lieu et en même temps une évasion colossale, un peu comme les 1001 nuits, si vous voulez. C'est un procédé vraiment intéressant. Et c'est drôle parce que moi, Mathias Sénard, il ressemble je vous l'ai dit, il ressemble à Balzac avec ses rouflaquettes. C'est un petit blanc, comme on peut dire. Il est né à Niort, mais en même temps, il a vécu en Syrie, il a vécu en Égypte, il a vécu en Iran. Il a dédié d'ailleurs ce succès aux Syriens qui souffrent évidemment de cette guerre depuis maintenant plus de 4 ans, parce qu'il y a un lien évidemment évident avec l'actualité. C'est peut-être pour ça qu'il a été récompensé aussi. Peut-être, on peut voir ça, je ne suis pas une grande analyste géopolitique, mais effectivement, le fait d'avoir fait la dernière sélection à Tunis, le fait de récompenser voilà, ce livre, c'est peut-être aussi une façon de réconcilier voilà, peut-être l'Orient et l'Occident, puisque le livre, c'est un miroir entre ces deux pôles. Et je vous le disais, lui, c'est un petit blanc, donc il a un Orient fantasmé dans sa tête, mais un Orient qu'il a vécu. Là, il habite en ce moment en Espagne, mais enfin, ce sont des zones qu'il a connues et qu'il aime et qu'il veut, à travers ce livre énorme, nous faire découvrir. Alors, on va l'écouter justement dans votre émission, dans le Culture Mag, interview qu'il vous avait accordée et qui a été diffusée hier, justement. Allez, on l'écoute. Le livre est avant tout une histoire d'amour, une double histoire d'amour peut-être. D'un côté, l'amour de Franz pour Sarah, la jeune femme qu'il aime depuis très longtemps. Donc il va nous raconter un peu sa passion, et aussi une deuxième histoire d'amour qui est celle qu'il a pour l'Orient, pour les musiques du Moyen-Orient, pour la littérature, les langues. Montrer autre chose, ça c'était vraiment un des objectifs du livre. Disons que
alors qu'aujourd'hui c'est finalement la violence et une version très extrémiste de l'islam, par exemple, qui est très présente dans les médias. Boussole essaye d'aller un peu au-delà de ça et de voir d'une autre façon sur le plan de la culture, de la diversité. C'est vrai qu'il paraît tout droit sorti du 19e siècle avec sa barbe. Le livre, il est comme ça. Voilà. Mais bon, c'est un livre formidable. Vraiment, c'est un bon livre. Il faut le prendre à bras-le-corps. Voilà, donc le prix Goncourt 2015 qui était votre invité, Valérie Abécassis. Alors, autre événement, demain, on le sait, journée spéciale sur i24 News à l'occasion des 20 ans de l'assassinat d'Yitzhak Rabin. On aura toute une série d'émissions, d'éditions spéciales, de reportages, d'invités. Et puis, il y a un événement cinéma qui est lié justement à cet anniversaire, Valérie Abécassis, c'est Amos Gitaï, le plus célèbre cinéaste israélien, qui réalise un film à cette occasion et qui sort demain en Israël, bientôt en France. Voilà, il sort demain en Israël, il est présenté demain à Tel Aviv, à l'auditorium Bronfman, il va y avoir le banc et l'arrière-banc, peut-être pas du pays, mais enfin de la ville, et c'est un bon film. On peut ne pas aimer Amos Gitaï. C'est un cinéaste engagé, donc on s'attend forcément à quelque chose d'engagé. Non, mais là, pour le coup, c'est un bon film. Il a un poil long parce que, bon, voilà, Amos Gitaï ne peut pas s'en empêcher. Mais on ne peut pas reprocher à Amos Gitaï le fait de questionner les fondamentaux de son pays, de poser des questions, de secouer un peu les contradictions, l'incroyable bizarrerie de son pays. Et donc, son film, c'est un procédé très étrange qui mélange les images d'archives et des images de fiction. Alors, un journaliste ne pourrait pas le faire, il dirait archives, fiction. Lui, il le fait parce qu'il est cinéaste. Et donc, grâce à ce film, vous entrez, vous êtes sur la place au moment du meurtre, vous voyez que n'importe qui peut aller venir, vous entrez dans la voiture au moment où Rabin est allongé, vous entrez à l'hôpital au moment où on le réanime, vous entrez dans la salle d'interrogatoire où on voit Yigal Amir, l'assassin, se balancer, rigoler, et puis vous entrez également dans la synagogue du rabbin qui, dans le fond, a poussé Yigal Amir à commettre cet assassinat. Et on comprend le Din Rodef, qui est une lecture religieuse extrême, si vous voulez, de la loi, qui dit que pour une cause juste, on peut commettre quelque chose d'inacceptable et d'injuste. Et la façon dont Amos Gitaï, et je pense que ça va faire tiquer les spectateurs, la façon dont Amos Gitaï filme la préparation d'Yigal Amir avant qu'il aille tuer Rabin, c'est exactement la même chose que lorsqu'on voit les djihadistes, c'est-à-dire il se rase, il se prépare, il se met une chemise, enfin c'est un t-shirt d'ailleurs, il enlève sa chemise pour le coup et il met son t-shirt. Donc ça va évidemment, ça va dérouter les gens. On entre aussi dans cet univers ultra religieux qui a poussé Yigal Amir à commettre de son crime. Donc c'est vraiment un très 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 bon film. Je vous propose, si vous voulez bien, qu'on écoute un court extrait de l'interview qu'il nous a accordé, parce qu'on a aussi reçu. Non, mais on fait notre travail, disons. Non, c'est la culture qui fait son travail. Je vous propose d'écouter un court extrait de Amos Gitaï. Commission d'enquête qu'il était nommé, qui avait un mandat assez partial. Il était centré surtout sur les défauts opérationnels. Et nous, on a élargi, on a parlé aussi d'incitation de tous les gens qui ont incité à tuer Rabin. Non, je crois qu'effectivement, la faiblesse de l'enquête qui était faite, d'où la nécessité de faire le film, c'était qu'il était partial. Et je crois que cette manque-là, il m'a appelé comme citoyen israélien de faire un film qui va poser plusieurs questions. Donc il y avait une raison précise au film. Oui, parce qu'en fait, il est revenu sur cette fameuse commission, la commission Shamgar, qui a suivi l'assassinat. Donc là, c'est reconstitué. Donc on voit ces trois petits bonhommes assis qui enquêtent, qui écoutent, qui regardent, et puis qui parlent. Et puis, au final, ça se termine sur rien. Le dernier plan, c'est Meir Shamgar, donc le juge à la Cour suprême, qui sort de l'immeuble. Il pleut sur Tel Aviv. On croit reconnaître, pour ceux qui connaissent la ville, le Ibn Gvirol, comme ça. Et puis, il marche sous la pluie et on se rend compte que rien. La commission Shamgar aboutit sur rien. C'est terrible, c'est même très déprimant en réalité. Donc c'est le constat de Gitaï, c'est qu'Israël n'a pas tiré les leçons de cet assassinat et pas d'autocritique, pas d'introspection là-dessus. Oui, enfin je ne vais pas faire de la politique, c'est pas mon boulot, mais oui c'est clair que. Je parle pour Gitaï. Oui, pour Gitaï. Non, bien sûr que oui, pour Gitaï, bien évidemment que son pays n'a pas tiré les conséquences de cet assassinat, oui, bien sûr. Merci Valérie Abécassis. Donc demain évidemment cette journée spéciale, le 4 novembre, 20 ans après donc l'assassinat d'Yitzhak Rabin et ce film
donc il sort en France. Il sort donc en Israël cette semaine et il sort en France. C'est très étrange parce que c'est une coproduction française. Alors, allez savoir pourquoi. Le film va sortir en décembre en France. Peut-être pour des raisons de doublage ou de calendrier. Souvent aussi, on décide de décaler les sorties pour des raisons commerciales. Peut-être que c'est le cas aussi. Il a fait pas mal de festivals. Il est à Venise, tout ça, donc il va suivre sa route. Et puis, il va avoir cette dimension. Alors, évidemment, ça va questionner les Israéliens, mais ça va également apporter à l'international. Et on souhaite vraiment que ce film soit distribué à l'international. Ça va montrer la complexité du pays. C'est assez limpide, c'est assez lisible. Donc, c'est vraiment... c'est un bon film qu'il a fait, Amos Guita. Il faut lui dire bravo. Parce que, je vous l'ai dit, on peut ne pas aimer son cinéma, mais là, pour le coup, c'est un bon film. Le dernier jour d'Yitzhak Rabin, et donc demain, rendez-vous aussi pour cette édition spéciale, tout au long de la journée d'ailleurs, beaucoup de rendez-vous liés à cet anniversaire. L'athlète paralympique Oscar Pistorius, de nouveau devant la justice aujourd'hui. À peine sorti de prison pour être assigné à résidence, eh bien, il comparaissait en appel après que le parquet ait estimé insuffisante sa condamnation en première instance. On rappelle qu'il est jugé pour le meurtre de son ancienne petite amie dans des circonstances plutôt troubles. Maël Benoliel. Retour à la case prison pour Oscar Pistorius. C'est en tout cas ce que souhaite le parquet sud-africain qui va tenter de convaincre la cour d'appel que la mort de la petite amie de l'ex-athlète Riva Steenkamp était un meurtre et non un homicide involontaire. 2 semaines après la remise en liberté de l'ancien médaillé paralympique condamné dans un premier temps à 5 ans de réclusion, les juges du tribunal de Bloemfontein qui avaient fait appel de cette décision ont réouvert son dossier ce mardi. En présence de June Steenkamp, la mère de la victime, mais pas de Pistorius comme il est d'usage à ce stade de la procédure judiciaire. Ce dernier, qui a toujours plaidé une erreur stratégique, se trouve en résidence surveillée chez son oncle. Je pense que l'État a insisté sur le fait qu'il y avait intention de la part de l'accusé. D'après ce que nous avons vu pendant l'audience, la défense a eu beaucoup de mal à dépasser ce point-là. Depuis le premier jour de son arrestation, il affirme qu'il a cru qu'un cambrioleur avait fait irruption dans la salle de bain de sa maison ultra sécurisée de Petroria et qu'il avait tiré à travers la porte dans la panique. L'audience devant la Cour suprême d'appel de ce mardi ne durera qu'une seule journée. Le jugement, lui, sera rendu ultérieurement. Nous croyons fermement que le procureur et son équipe ont présenté des arguments très convaincants et que nous avons donc des chances raisonnables de voir réussir l'appel. Si Pistorius, surnommé Blade Runner en référence à ses prothèses en carbone, est reconnu coupable de meurtre, il risque de retourner immédiatement derrière les barreaux. Le meurtre étant passible d'une peine d'au moins 15 ans de prison. Voilà, je vous donne également cette information assez étonnante quand même d'un citoyen soudanais qui s'en est pris à un citoyen israélien à bord d'un avion d'Ethiopian Airlines. Ça se passe donc en Afrique, en plein vol. Eh bien, ce citoyen soudanais qui a tenté d'étouffer l'Israélien en criant Allahu Akbar, et donc il a été maîtrisé par l'intervention d'autres passagers, notamment d'un passager libanais qui était sur le vol. Plus de peur que de mal donc pour ce passager israélien, lié évidemment à ce qui est en train de se passer sans doute en Israël. Et puis on vous rappelle l'autre information de la soirée, eh bien l'exploitation des boîtes noires qui a débuté en Égypte à propos du crash du vol russe. 224 victimes, des circonstances qui ne sont toujours pas éclaircies, mais l'hypothèse qui se précise le plus, c'est l'explosion de l'appareil causée de l'intérieur, peut-être par une bombe. C'est en tout cas ce vers quoi on s'oriente, les boîtes noires, mais tout cela pourrait prendre plusieurs semaines, on dit les Égyptiens. Voilà, nouveau journal à venir dans un instant avec Elsa Mimoun. Bonne soirée.